Donc nous l'avons dit, plus d'un instituteur sur 3 était en grève hier pour réclamer le report à 2014 de la réforme sur les rythmes scolaires. Ce sont les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, tandis que le syndicat le SNUIP FSU, principal donc syndicat du primaire, lui a annoncé pour sa part près de 60% de grévistes. Enfin bref, cette contestation en tout cas d'un électorat allemand qui traditionnellement est acquis à la gauche met en lumière donc la difficulté pour l'instant tout de même de bien faire comprendre la réforme de l'école en cours que vous présentez, Vincent Peillan. D'ailleurs, quand je dis réforme, je devrais employer le terme que vous employez carrément, puisqu'il s'agit non pas de réformer l'école, mais de la refonder, comme vous souhaitez au fond refonder la République par l'école. Et c'est d'ailleurs le titre du livre qui sort aujourd'hui, Refondons l'école, aux éditions du Seuil. Alors vous êtes donc en première ligne pour répondre à toutes ces critiques, à toutes les questions qui se posent. Vincent Peillan, je rappelle, ministre de l'Éducation nationale, et nous parlerons surtout en seconde partie, puisque nous aurons le temps de développer les dossiers comme nous aimons le faire bien sûr à France Culture. Nous parlerons de la grève des enseignants, des rythmes scolaires, des vacances, mais aussi du lycée, des enjeux politiques de cette réforme. Enfin bref, tous les sujets qui fâchent les uns ou réjouissent les autres. Mais pour cette première partie d'abord avec Frédéric Mettezo, aussi tout de même une actualité politique chargée, législative chargée pour le gouvernement. Et on commence notamment par quand même la journée d'hier sur le mariage pour tous, Frédéric. Oui, le mariage pour tous a été adopté et finalement, on peut voir que la trajectoire de Christiane Taubira vous laisse de l'espoir, puisque dans les premiers mois du gouvernement, elle a été plutôt critiquée, plutôt mise à mal. Aujourd'hui, c'est Taubira superstar, au-delà de vos cas personnels. Comment vous placeriez cette réforme, l'instauration du mariage pour tous, dans la chronologie des lois sociales, sociétales de la République? Il y en a qui la mettent au même niveau que l'abolition de la peine de mort. C'est votre cas? Ça fera date? Je le mets, ou je la mets, très haut. Pourquoi? Pour une question vraiment de principe. C'est que je pense, et ce débat m'a vraiment ramené à des fondamentaux, qu'il y a deux attitudes qui font d'ailleurs un vrai clivage de fond entre la gauche et la droite, les progressistes et les conservateurs. C'est une idée très ancienne que lorsque nous avons des droits, nous devons les partager avec les autres, et donc ils sont universels. Donc il est difficile de s'attribuer des droits qu'on refuse aux autres, alors que ce soit des femmes, que ce soit des gens de couleur, ou que ce soit des gens qui ont une orientation sexuelle différente. Et dans le débat, j'étais frappé de voir qu'il y a des gens qui naturellement considèrent qu'ils peuvent s'attribuer des droits qu'ils refusent aux autres, et qu'il y a d'autres qui considèrent que les droits doivent avoir cette démarche universelle. Quand vous regardez l'histoire de la France républicaine, nous sommes le pays qui a porté cette idée de droit universel partagé par une commune humanité. C'est vraiment c'est même constitutionnel chez nous maintenant. Et j'ai trouvé que quand vous regardez notre histoire, il y a des grands moments, finalement parfois tardifs, quand on pense à l'égalité homme-femme, où arrive ce débat sur l'égalité. Là, c'est un très grand moment de ce point de vue-là, et c'était un débat qui au début faisait, tout comme d'habitude, la petite polémique, moquer un peu en se disant, c'est des petits sujets. Et à la fin, il avait beaucoup de gravité. Et hier, il y avait beaucoup de gravité dans ce moment, parce que je pense qu'on est sur quelque chose d'essentiel. Donc je pense que c'était un grand moment. Une ministre de la Justice qui cite, pour terminer son discours, Lévinas. Je suis allé lui dire que elle a bien cité, ça va, tout était bien. Hein, non, elle a fait Antonio Machado, vous avez vu. Et puis, mais moi j'ai siégé en 97 à côté d'elle. Elle était ma voisine. Je la connais depuis très longtemps. Parlementaire à côté d'elle. Je l'ai donc découvert à l'époque. On était des petits parlementaires inconnus qui se parlaient comme ça à l'oreille. C'est une femme qui est très impressionnante par sa qualité de verbe, d'intelligence, de pugnacité, parce qu'elle fait depuis des années cette... Et là, les gens l'ont découvert. Après, là aussi, vous avez raison, des débuts, des gens qui l'ignoraient, mais l'ignorance est souvent agressive. Et donc, on traitait tout ça avec mépris. D'ailleurs, une femme arrive à la justice, une femme noire arrive à la justice, une radicale, tout ça a été totalement désobligeant et médiocre. Et là, les gens ont vu une personnalité qui est hors du commun. Frédéric Mettezo. Qu'est-ce qui a fonctionné dans le débat sur la loi sur le mariage dont vous pourriez vous inspirer pour vos propres projets? Ça a été quoi? La solidité du groupe socialiste à soutenir ce projet, la solidité des élus, la qualité du travail en amont, la pédagogie. Est-ce que vous pourriez vous inspirer de ce qui est finalement un succès pour le gouvernement? Vous savez, il y a deux éléments, c'est très troublant à l'Assemblée nationale. En plus, Christiane Taubira était sur un thème en réalité très clivant entre la gauche et la droite, vous l'avez vu. Moi, c'est pas bien plus clivant que le bien vôtre. Sûr, moi, c'est pas du tout le cas. Tout le monde est pour la priorité au primaire. Tout le monde est pour remettre en place une formation des enseignants. Et en vérité, tout le monde est pour la semaine de 4 jours et demi. Après, c'est pas comme ci, pas comme ça, mais moi, elle n'est pas dans la loi.
Et le travail que j'essaye de faire, parce que surtout sur les enfants, c'est plutôt de rassembler autour de l'école, parce qu'on voit bien que chaque fois qu'elle est prise dans des polémiques, dans le fond, on n'avance pas. Bon. Et donc, je ne suis pas dans la même situation de départ que Christiane Taubira, mais j'attends beaucoup du débat parlementaire. Donc c'est plus facile, paradoxalement, de faire passer une réforme très clivante qu'une réforme qui pourrait susciter une adhésion massive. Je ne sais pas, on n'est pas encore au temps de la réforme, là on est sur un décret, les rythmes ne sont pas dans la réforme, dans la loi, il faut le dire, parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Donc la loi, elle porte un... Mais là où je voulais, c'est que les séances de questions auxquelles les gens assistent, et vraiment, par exemple, Pierre, vous avez vu, la séance a été quittée, il y a eu des noms d'oiseaux, Moi, j'ai été 7 ans parlementaire européen. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je n'ai pas le souvenir, quand j'étais parlementaire français, que c'était à ce point vraiment un spectacle. Il y a des scolaires à l'Assemblée. Et le mercredi après-midi, c'est le jour des enfants à l'Assemblée. Il y a des scolaires qui vont assister. Même pour nous, vous avez raison. Mais même pour nous tous. Mais hier, un professeur me disait, on n'amène plus les élèves pour qu'ils ne voient pas ça. C'est quand même, on en est un. Bon. Or, c'est pas du tout ce qui se passe dans le travail en commission, ou dans les rapports que je peux avoir, y compris avec l'opposition, qui s'intéresse. Donc, il y a là une mise en scène, une mise en spectacle, qui est en même temps une mise en abîme, qui n'est pas très bonne. Donc, si vous voulez, ça ne correspond pas au vrai travail que nous faisons à côté, que les parlementaires font en tout cas. Est-ce que vous avez l'impression, pour conclure sur ce thème, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation, que les manifestations d'hier sont aussi un jeu de rôle où chacun va compter ses troupes, et notamment les syndicats? Est-ce qu'il y a une geste syndicale qui relève autant du folklore que les questions au gouvernement dont vous parliez? Ah non, je crois qu'il faut, je ne sais pas si c'est folklore ou pas, non, moi je considère ça avec attention, respect, préoccupation, parce que je sens que se disent des choses. Vous avez vu que les mots d'ordre étaient d'ailleurs très différents. Il y en a qui sont pour le retrait de la loi, il y en a qui sont pour qu'on la garde mais qu'on enlève le décret, il y en a qui disent non, il faut quand même faire la réforme des rythmes, mais l'année prochaine. Voilà. Donc on voit que tout le monde est un peu perdu. Il y a beaucoup de gens qui véhiculent des représentations qui sont fausses sur le décret lui-même. On demande de la liberté, elle est accordée. Je vois que des gens font des papiers pour dire qu'il faudrait que ça puisse être le samedi matin. C'est écrit en toutes lettres dans le décret. Donc voilà, donc je regarde ça parce que je veux que ça avance pour les élèves, pour les enfants. C'est bloqué depuis longtemps. Il faut toujours repartir de pourquoi on fait les choses. On fait les choses parce que ça va pas pour les élèves de France, et en particulier ceux des milieux les plus modestes. Donc il faut qu'on change. Mais en même temps, je veux que tout le monde soit impliqué dans cette affaire. Donc non, je veux pas ça comme un folklore. Je suis préoccupé et j'écoute au maximum. C'est pas une posture seulement. Je crois pas. Je crois qu'il y a une vive inquiétude, des interrogations, une sensibilité exacerbée, des préoccupations. Il y a toujours une frontière entre la préoccupation légitime et celle qui ne l'est pas. Donc il y a des choses que j'entends qui sont justes. Quand des professeurs me disent je suis inquiet pour la pause méridienne, pour la sieste, pour l'organisation des locaux, tout ça mérite d'être discuté. La pause méridienne, c'est la cantine. La cantine, pardon. Enfin, c'est ce qui serait plus large que la cantine quand même. La pause du midi. Voilà, la pause du midi. Et puis d'autres qui véhiculent un certain nombre de choses qui sont inexactes. Mais il y a là-dedans des préoccupations qui sont tout à fait légitimes et qui doivent d'ailleurs trouver leur réponse. Autre sujet, vous avez vu que la Cour des comptes avait décerné les bons et les mauvais points sur la question de l'argent public en demandant au gouvernement de maîtriser davantage les dépenses. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que la Cour des comptes doit compter, mais c'est tout, pas faire forcément de commentaires ni d'appréciation sur une politique du gouvernement? C'est son rôle depuis longtemps, elle le fait plutôt bien, de donner des appréciations. Nous avons... Vous le savez bien, après il y a des choix politiques, mais nous avons quand même une crise des finances publiques qui est très profonde. Et nous sommes arrivés avec une dette financière et une dette éducative d'ailleurs extrêmement importante. C'est pas en la croissant qu'on se donne plus de marge de manœuvre. Frédéric ? La Cour des comptes estime notamment qu'il sera très difficile de réduire les déficits à 3% dans le calendrier préconisé par le gouvernement. François Hollande annonce hier des ajustements dans les prochains jours si nécessaire. Est-ce que le budget de l'école et notamment les 60 000 postes qui doivent être déployés sur le cours du quinquennat pourraient faire les frais de ces ajustements ? Je ne crois pas. Cette priorité est affirmée et réaffirmée, mais le ministère de l'Éducation nationale contribue à la maîtrise des finances publiques, non pas sur les postes. Regardez en Seine-Saint-Denis, on ne peut même plus mettre de professeurs devant les élèves. J'apprends que, et je vois que certains élèves de CP n'ont pas de professeurs depuis 3 semaines. Voilà le résultat de plusieurs années de politique. Donc nous devons recruter, nous devons former, sinon ce pays va vraiment se retrouver dans une situation catastrophique et nos enfants dans une situation catastrophique. Mais il y a d'autres postes au ministère de l'Éducation nationale que les postes d'enseignants, d'autres postes budgétaires, et nous contribuons à cet effort. Il est d'ailleurs douloureux pour les uns et les autres. Ça n'aide pas et ça ne facilite pas non plus. Vous
voyez les grandes réformes. Souvent, les grandes réformes s'accompagnent malgré tout, évidemment, d'argent, que ce soit pour les collectivités locales, que ce soit pour les enseignants. Nous devons faire des réformes avec des moyens financiers qui sont, on va dire, rétrécis. Alors, la grève des enseignants hier, Vincent Peignard, est-ce que d'abord, première question, avant de rentrer dans le détail justement de ce que vous proposez, vous, avec ce décret, est-ce que vous avez été tout de même surpris de voir les réticences tout de même? Alors après, on se disputera sur les chiffres. Tantôt, certains disent, au fond, 60%, d'autres 1 sur 3 des instituteurs en grève et qui manifestaient s'opposant à votre réforme. Est-ce que vous êtes surpris tout de même que, alors que pendant assez longtemps, on a pu lire les rapports, notamment médicaux, de psychologues, sur ce question de rythme scolaire induisant qu'il fallait revenir à 4 jours et demi, que au fond, le proposant, le mettant sur la table, vous rencontriez tout de même de vraies difficultés, de vraies oppositions? Non, parce que je pense que si nous sommes dans la situation où nous sommes, les 4 jours uniques au monde, cette dépréciation profonde de notre système éducatif, avec vraiment une France qui plonge, qui accroît ses inégalités, qui se fait reprendre même par l'OCDE, organisme libéral, tout le temps, c'est parce que, précisément, nous sommes sur une mauvaise pente, une pente de facilité. Et donc, j'ai toujours pensé que se redresser, opérer un sursaut, serait difficile. Parce que les adultes français, vous savez, on a 25% de jeunes au chômage, ont choisi, dans le fond, que les jeunes seraient la variable d'ajustement de leur confort. C'est le choix français. C'est vrai sur la dette financière dont on parlait, c'est quand même sur les épaules des plus jeunes, mais c'est vrai sur tout le reste. Ils ont du plus de mal à se soigner, ils ont plus de mal à se loger, on ne leur donne pas de travail et maintenant on ne les éduque plus. Car nous ne faisons pas pour les enfants ce qu'on a eu nous-mêmes. Nous, on n'a pas eu 4 jours, on n'a pas eu des professeurs pas formés. Donc la France a fait un très mauvais choix, celui d'ailleurs d'un pays qui va vers son déclin, car la jeunesse, c'est l'avenir. Un pays qui ne choisit pas sa jeunesse, c'est un pays qui tourne le dos à son avenir. Donc j'ai toujours pensé que ce serait très difficile, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu m'y coller, et que le président de la République a décidé que c'était la priorité pour le pays, parce que c'est un enjeu au-delà de l'école et de la jeunesse. C'est un enjeu pour toute la nation. Une nation qui n'est pas capable de faire ce geste-là... Mais est-ce que vous ne vous êtes pas collé un peu vite? Parce que finalement, quand on lit les comptes rendus de la manifestation d'hier dans la presse aujourd'hui, on lit finalement beaucoup d'avis de gens qui disent c'est pas qu'on est tellement contre, au fond, ce qui est proposé, c'est que ça va juste un peu trop vite et nous n'avons pas été suffisamment appelés à la concertation. Alors, il y a deux choses. C'est un paradoxe de cette journée d'hier. Oui, elle plutôt très suivie, encore une fois, pas faire une querelle de chiffres. Contre vous, tout en disant finalement en même temps c'est pas au fond le fond du problème, c'est la forme. D'abord parce que les gens ne savent pas, je l'ai vu hier, qu'il y a une concertation qui a duré plusieurs mois. Et la seule lettre que j'ai écrite aux enseignants de France, à chacun, pour autant qu'un ministre peut leur écrire, c'est-à-dire qu'on fait à la photocopie, on distribue, c'est pour leur dire participez à cette concertation. Il faut qu'ils s'en souviennent. Je leur ai dit, elle a lieu. Si le décret a modifié le temps de travail des enseignants, si on a créé un fonds, si on a changé les taux d'encadrement, c'est parce qu'il y a eu 6 mois de concertation permanente avec toutes les associations d'élus, tous les syndicats de professeurs, Mais ce qui est curieux, c'est que quand on ne méprise pas les corps intermédiaires, ce qui est mon cas, eh bien, à la base, les corps intermédiaires, peut-être, n'informent pas leur mandant. Donc, ça n'a pas été fait. Et maintenant, on est dans le deuxième temps, qui est la négociation locale. Elle n'est pas finie, elle commence. On a fait un décret partout sur le terrain. Et d'ailleurs, on ne parle que d'école en France aujourd'hui. C'est une des vertus de cette réforme, puisque chacun est obligé de construire son projet éducatif, en se parlant en plus, l'éducateur avec le professeur, avec le conseil d'école, donc les parents, avec la collectivité locale, car on ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, cette liberté fait peur. Partout où je vais, les gens nous disent, et on me disait encore à l'Assemblée, au début, les gens disent, je suis inquiet, comment on va faire, c'est déjà ficelé. Mais il n'y a pas que la liberté qui fait peur, il y a aussi que beaucoup d'enseignants disent, on va travailler un peu plus, et finalement, une fois de plus, on ne gagnera pas plus, on n'aura pas un sou de plus. C'est beaucoup ça qu'on entend aussi. D'abord, ça n'est pas exact, puisque j'ai précisément modifié le temps de travail des enseignants en accordant, vous savez, il doit faire 24 heures par semaine devant la classe, 3 heures différentes. J'ai enlevé en gros 3 quarts d'heure par semaine pour leur laisser plus de liberté, pour se concerter, etc. Ça n'est pas su. C'est la première grande négociation sur l'évolution du métier d'enseignant. Et d'autre part, ils ne doivent pas travailler plus. C'est pas du tout ça. Ils doivent travailler différemment. Ils auront aussi des journées plus courtes si c'est bien fait. Il faut revenir le mercredi matin. Il faut revenir le mercredi matin, mais avec 3 quarts d'heure en moins. Donc, nécessairement, vous avez le même temps de travail avec plus de liberté à l'intérieur de ce temps de travail. Maintenant, ce qui a fait très peur, c'est la pause méridienne, c'est l'amplitude de la journée, en disant ça va être la même chose. Mais elle n'est pas dans le décret. C'est à chacun d'en discuter localement. Et vous verrez qu'il y a des gens qui, d'ailleurs c'est déjà le cas dans certaines villes, qui sont aux 4 jours et demi quand même, des gens qui choisiront cela, puis des gens qui feront
autrement. 8h16, c'est l'heure du billet de l'homme de la réforme des matins de France Culture. Brice Couturier, bonjour Brice. Bonjour Marc. Que s'est-il passé ? La question des rythmes scolaires semblait l'une des rares à faire l'unanimité contre l'état des choses existants. Pas un psychologue, pas un pédagogue, pas un parent d'élève pour nier l'évidence. La semaine de 4 jours octroyée au corps enseignant par Xavier Darcos en 2008, cette exception française est nuisible aux enfants. Elle aggrave la situation créée par un nombre de jours de vacances au cours de l'année trop nombreux, les jours de classe restant disponibles pour les enseignements s'avérant insuffisants, les élèves subissent des horaires de cours quotidiens excessifs. Une forme de torture qui n'est pas sans évoquer le gavage des oies. Ces horaires trop chargés sont extrêmement préjudiciables aux élèves les plus vulnérables, les plus vite fatigués. Ils aggravent le phénomène de décrochage. Ils sont l'une des causes majeures des piètres performances de notre système éducatif. Parlons chiffres. Les enseignements du primaire sont étalés sur 187 jours en moyenne dans les pays de l'OCDE. En France, ils sont concentrés sur 144. Logique, les élèves français ne travaillent que 34 semaines alors que la moyenne OCDE est de 38, 40 aux Pays-Bas, 42 au Danemark. Cherchez l'erreur. En Allemagne, les vacances d'été durent 6 semaines. À Pâques, 1 semaine. En Finlande, le système éducatif le plus performant d'Europe, la journée scolaire se termine à 13 heures. Les cours ne durent que 45 minutes, la pause déjeuner 30. Mais, comme dans de nombreux pays d'Europe, l'école reste ouverte l'après-midi, mais elle est consacrée à des activités éducatives ou récréatives extrascolaires. Autant dire que la question des rythmes scolaires pouvait être considérée comme la mère des réformes proposées par Vincent Peillon sous le titre générique de refondation. Or voilà que les enseignants, que beaucoup de municipalités, y compris socialistes, renâclent, refusent. Que s'est-il passé ? Alors il faut bien sûr incriminer le corporatisme des syndicats enseignants, ce corporatisme dénoncé par l'ancien président de l'UNEF, Bruno Julliard, et qui a provoqué sa démission de votre cabinet, monsieur le ministre. Comme le déclare à Libération le sociologue François Dubet, je le cite, « Pendant longtemps, le monde enseignant a été à la fois corporatiste et réformateur. La défense des intérêts de la profession cohabitait avec la volonté de transformer le système. Cette tradition n'existe plus depuis le milieu des années 80. On est passé à une logique défensive. Désormais, le moindre projet de changement se heurte à des blocages. » Fin de citation. Mais l'opinion comprendrait mal que des syndicats qui avaient dénoncé à la quasi-unanimité la semaine de 4 jours lorsque c'était Xavier Darcos qui la leur offrait, s'arc-boutent à présent pour la défense de leur mercredi matin face à un Vincent Peillon. Mais vous savez, monsieur le ministre, que lorsqu'on s'attaque à un avantage acquis, il est d'usage d'offrir en échange des compensations. Lorsqu'on demande à des salariés de se lever tôt un jour de plus dans la semaine, il peut paraître logique de les payer davantage. Or, nos enseignants sont très mal payés. Comme l'écrit Nathalie Kosciusko-Morizet dans Le Figaro d'hier, je la cite, « La République a passé avec ses enseignants un contrat tacite il y a de cela plus de 50 ans. Vous aurez des horaires de travail relativement légers, mais vous gagnerez peu. C'est une sorte d'échange, grandes vacances contre salaire médiocre. » Cet échange, cite toujours Nathalie Kosciusko-Morizet, est devenu un marché de dupes, d'abord parce que les enseignants travaillent beaucoup sur leur temps libre et dans des conditions approximatives. Vincent Peillon, à peine nommé, a refusé d'en tenir compte puisqu'il a fait d'emblée le choix erroné de multiplier les recrutements alors que la seule chose qui s'imposait était au contraire d'améliorer et de revaloriser les carrières. Il s'en prend aujourd'hui aux obligations de service des enseignants en leur demandant de travailler 3 heures de plus sur une demi-journée. D'où ma question, fin de citation pour Nathalie Kosciusko-Morizet, d'où ma question, monsieur le ministre, regrettez-vous d'avoir préféré de réclamer à Bercy l'embauche de professeurs supplémentaires plutôt que des augmentations de salaire pour ces enseignants auxquels vous allez demander de travailler davantage? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Vincent Peillon, monsieur le ministre. C'est un choix que nous assumons parfaitement. Le choix est double. Recruter davantage, pourquoi ? Pour la question que j'évoquais tout à l'heure, ces enfants qui n'ont même pas de professeur devant eux en ce moment, c'est quand même un sujet pour le pays. Et c'est un sujet de priorité de service public et d'intérêt général. Et deuxièmement, la formation des enseignants. Sur les fameux 54 000 postes en réalité qui restent, 27 000 postes sont consacrés les 2 premières années à remettre en place cette formation des enseignants qui manque cruellement. Et sachez que c'est quand même une part de la revalorisation puisque en réalité,
un enseignant qui commence va enseigner à mi-temps, payé plein temps, ce qui a été supprimé. Donc nous remettons en place cette année de stage qui est un début de revalorisation. Maintenant, sur le fond de votre analyse, d'abord, elle est juste. Ensuite, je pense quand même, et je ne cesse de le dire, que dans la durée, nous devons revaloriser, y compris matériellement, pas seulement moralement, la condition des enseignants, je pourrais dire des chercheurs aussi, mais la condition des enseignants Oui, mais français. il n'y a pas un fifrelin dans les caisses. Il y a des priorités. Gouverner, c'est choisir. Nous sommes des adultes, nous sommes responsables. Alors, la première chose, c'est qu'il y ait quand même des professeurs avant de les revaloriser. Il n'y en a plus. Tout mon travail, c'est de faire qu'il puisse y avoir demain, devant les enfants, des professeurs. Vous venez d'entendre sur le Jura. J'ai fait quelques réponses aussi sur... On a des situations très tendues. Donc on met en place des concours, il faut recruter. J'ai fait des pré-recrutements. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, les étudiants sont recrutés à Master 2. C'est 5 années d'études supérieures pour devenir professeur des écoles. Personne ne s'est soucié. Ça n'existait pas dans les écoles normales, on avait les IPES avant, de savoir comment ces jeunes gens et ces jeunes filles payent leurs études. Ils ne peuvent pas les payer, donc ils vont travailler, donc on ne recrute plus. Donc j'ai remis en place, et nous sommes en train de signer les 4000 premiers contrats, un pré-recrutement dès la 2e année de licence. Croyez-moi, ça marche, quand même. Parce que sinon, la France, non. Donc ce sont des priorités. Les syndicats les ont en réalité accepté. Lorsque nous avons discuté, et vous voyez bien, vous avez parlé vous-même, on n'a pris personne par surprise de la campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'on a dit dans la campagne présidentielle ? On a dit exactement cela, c'est les 60 000 postes. Il faut refaire un vivier, refaire une formation, donner la priorité aux primaires. Parce que la refondation, c'est ça. On est un pays qui ne donne pas la priorité aux premiers apprentissages. Donc mettre le maximum de postes... Et c'est ce que vous martelez dans votre livre qui sort aujourd'hui. Absolument. Sur et puis, primaire. la réforme des rythmes. Brice Couturier, puis ensuite Hakim Kasmi. Brice Couturier. Le mercredi libre, c'était un cadeau aux enseignants. Le samedi libre, c'est un cadeau aux parents. Les grandes vacances de 9 semaines, c'est un cadeau aux professionnels du tourisme. Mais est-ce que l'école n'est pas d'abord destinée aux enfants ? Est-ce qu'il n'est pas regrettable que l'école, comme tant d'autres de nos institutions, paraissent fonctionner en priorité pour l'avantage des adultes, des personnels qui en ont la charge en particulier, plutôt qu'au bénéfice de ses usagers, les élèves, selon une logique de détournement des institutions bien analysée par Ivan Illich il y a une cinquantaine d'années. Mais enfin, c'est un problème assez récurrent en France que de voir que des institutions sont contrôlées par leur personnel et à leur propre avantage et non pas à celui des usagers. Vincent Payon. Moi, je pense que, je l'avais dit, et ça avait frappé comme formule le ministre des élèves, je pense que l'intérêt des élèves, ça doit être notre préoccupation, mais je pense quelque chose de plus que j'assume, c'est que l'intérêt des élèves, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire qu'être capable de s'occuper, je vous l'ai dit tout à l'heure, de sa jeunesse et de ses élèves, faire réussir les élèves français, c'est préparer la France de demain. On nous parle de chômage. Est-ce que c'est pas un peu maladroit au fond, Sakana ? Parce qu'on a l'impression que vous pourriez froisser tout de même, après tout, la fierté enseignante, de dire que vous avez l'intérêt des élèves, et pas forcément eux, après tout. Eux aussi, ils ont l'intérêt des élèves. Je ne suis pas contre les enseignants, j'en suis un moi-même. Et je ne m'adresse pas aux enseignants. Vous avez toujours... Mais j'en dis autant pour les collectivités locales. Pourquoi vous les faire porter sur le dos des enseignants les difficultés actuelles ? Moi, je les vois venir de partout. C'est personne ne veut cette réforme maintenant. Enfin, tout le monde la veut. Et tout le monde, au moment où on passe à l'acte, vous venez de le dire, le tourisme, certains parents d'élèves. Oui, ça, faut les chercher. C'est vrai que les télévisions publiques sont arrivées à en trouver un ou deux, mais moi, j'en connais aucun, personnellement. Oui, un peu moins. Mais les professeurs, les collectivités locales, on les a quand même beaucoup entendus. Vous avez entendu toutes les associations qui disent on n'a pas assez d'argent. Donc, moi, je crois que l'intérêt des élèves, et c'est une vraie question pour la France qui va au-delà de l'école, c'est très intéressant de dire l'école doit être notre priorité. Parce que l'école, en plus on a une tradition particulière en France, elle marque précisément une certaine idée de la nation, mais en même temps son avenir. Quand on l'abandonne, c'est le cas français. Vous savez qu'il y a un pessimisme national français qui est très très au-delà de tous les autres pays européens. Et je crois que nous le faisons payer à nos enfants. Donc cet effort que je demande, c'est pas une réforme facile. J'ai bien compris que quand vous créez des postes, vous demandez un effort à personne. Quand je remets en place une formation, je demande un effort à personne. Là, la réforme des rythmes, il y a un effort. Il y a un effort. Non, mais pas seulement, il faut se parler. Je vois la difficulté. Moi, je repars demain pour 2 jours de visite sur le terrain. Je vais faire 6 villes. Chaque fois, ces grandes réunions, tout d'un coup, il se passe d'ailleurs quelque chose là-dedans. Mais il faut que les animateurs parlent aux professeurs, qui parlent aux parents, Et au début, tout le monde se regarde en chien de faïence. Parce que l'aménagement du temps scolaire et périscolaire, c'est un moment en fait de limite entre l'activité proprement scolaire et puis des tas d'autres activités. Oui. Pour la construire, il faut parler ensemble. C'est sur le périscolaire que ça coince aussi tout de même, quand vous faites des reproches. Qui va s'occuper réellement de cette question du périscolaire ? Peut-être Hakim Kasmi sur ces questions-là. Alors oui, justement, vous avez dit que vous voulez vous engager afin qu'il y ait au moins 20% d'enfants de moins de 3 ans qui soient scolarisés à la fin du quinquennat. Aujourd'hui, on le voit bien, selon les communes, il n'y a pas les mêmes budgets. Alors oui, vous allez me dire que Jean-Marc Ayrault prévoit une aide de 250 millions d'euros, mais est-ce que cela va suffire, d'autant que cette aide n'est prévue que pour la rentrée prochaine pour l'instant ?
Vincent Oui. Payan. D'abord, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est le problème des priorités. L'État a choisi, vous en convenez, dans un moment qui est quand même très difficile budgétairement, une priorité. C'est l'école. Et moi, je dis, et il faut en être digne. Chaque fois qu'on crée un poste de professeur, on supprime un autre poste de fonctionnaire. Et lorsque nous sommes cette institution, l'éducation nationale, on doit quand même être exemplaire dans la façon dont... Donc nous, on a fait un choix. Les socialistes, la gauche a fait un choix. C'est priorité à l'école. Ça vaut pour chacun. 25% des dépenses d'éducation, c'est les collectivités locales. Vous voyez bien qu'il y a des collectivités locales qui font déjà du périscolaire et des choses merveilleuses. Et puis il y en a d'autres, ils me le disent d'ailleurs, qui n'ont rien fait encore. Donc cette réforme les oblige évidemment à se mettre en mouvement. Bon. On ne leur demande pas plus d'heures, puisque l'éducation nationale, faites attention à défendre le service public français. Nous reprenons 3 heures le mercredi matin. Mais enfin, il faut le dire quand même. Où sont les enfants? Soit gardés par une nounou, soit au centre aéré, soit à la maison avec les parents. Mais ce chiffre de 20%, vous pensez pouvoir l'atteindre malgré une croissance en baisse? On voit encore aujourd'hui avec la Cour des comptes et demain l'INSEE. Sur les enfants de moins de 3 ans, c'est le chiffre que vous avez donné. Moi, j'aimerais revenir à 30%. Entre 2002 et 2012, il y avait 30% d'enfants de moins de 3 ans scolarisés en 2002. Il y en a 10% aujourd'hui. 3000 postes sont affectés dès le début à cet accueil des petits. Je veux qu'il ait lieu en plus dans les zones qui sont le plus en difficulté, parce que c'est les enfants qui, chez eux, n'ont pas les mêmes acquis culturels, langagiers, etc., qui ont besoin de cette école précoce. Et en même temps, je veux que cette école précoce soit une école spécifique. On n'accueille pas un enfant de moins de 3 ans comme un enfant de 5 ans. Et donc, je remets aussi en place une formation destinée aux maîtres de maternelle. Donc, sur la question des maternelles, je crois qu'il le faut. D'ailleurs, vous savez, vous parliez de Barack Obama tout à l'heure, et vous avez dit, il prend les lycées allemands comme modèle. Flattons-nous pour une fois, il prend aussi les maternelles françaises comme modèle. Nous avons des maternelles qui nous sont enviées dans le monde entier. Depuis Pauline Kergomar, nous avons là une très grande tradition. Caroline Iliachev, puisqu'on parle de maternelle. Oui, les maternelles nous étaient enviées. Je pense qu'elles ont beaucoup changé. Et personnellement, je suis tout à fait favorable à ce que vous revoyiez cette question des maternelles qui sont devenues des classes préparatoires aux primaires. Donc là aussi, il y a beaucoup d'espoir. J'ai été frappée dans ce que j'ai entendu de la façon dont certains enseignants traitaient les animateurs et le périscolaire. Franchement, ça m'a choquée. Eux-mêmes se plaignent de ne pas être bien considérés, etc. Et certains, encore une fois, parlent des animateurs comme si c'était vraiment des gens qui ne savaient pas s'occuper des enfants, qui n'avaient aucune formation, etc. Alors que nombre d'enfants aujourd'hui sont pris en charge, en particulier le mercredi après-midi, et même pendant le temps scolaire, par des animateurs. Mais beaucoup de ces enseignants aussi, tout de même, redoutent que l'on délègue trop les questions d'enseignement du coup aux collectivités territoriales avec cette activité périscolaire. C'est ça qu'on voit dans le reproche qu'on vous fait, Vincent Payan. Quand j'entends des instituteurs dire « mais alors ils vont être dans notre classe », et comment se fait-il qu'on doive mettre les enfants dans notre classe avec des animateurs? On est franchement choqués. Voilà. Donc moi, j'ai pas du tout envie de vous accabler. Je pense qu'il faut absolument que vous réussissiez. Et en revanche, je suis vraiment choquée par certaines réactions que j'ai entendues, et en particulier ce discours assez méprisant. Alors Vincent Payan et puis Hakim Kasmi. Bon, d'abord, cette question du mépris des autres ou du mépris de soi, car les deux vont ensemble, respect de soi, respect des autres, est une question centrale pour notre démocratie et pour l'école. Et ce qui me frappe dans ce que dit Caroline Iliachev, c'est qu'il y a eu ça, c'est vrai, il y a eu d'ailleurs protestation des syndicats d'animateurs, mais en même temps, le mouvement des dindons, alors que nous considérons que ce métier de professeur et de transmission du savoir est formidable, nous voyons et que nous faisons le maximum pour le primaire, que certains enseignants parlent aussi, je suis très frappé de ça, mal d'eux-mêmes quand ils se traitent de dindons. Et vous savez, pour ces recrutements dont je parlais, nous avons fait une campagne pour demander à des jeunes de venir exercer ce beau métier. Elle a été détournée par ces gens-là, avec des propos sur eux-mêmes tout à fait effrayants. Deuxièmement, je voudrais dire par rapport à ce que vous avez dit, Marc Moincher, que c'est vrai que c'est une inquiétude, mais c'est l'inverse qui est écrit dans le décret. Qui est très net, là, comme inquiétude, quand même. Voilà, mais donc il faut faire attention quand même, surtout lorsqu'on est en charge, de faire la différence entre des rumeurs, un savoir, une opinion, une connaissance. Ce qui est écrit dans le décret, c'est que ceux qui décideront de la réforme des rythmes, après la consultation des conseils d'école et des collectivités, c'est l'éducation nationale. J'ai voulu qu'elle garde sa responsabilité, car quand même tout ça c'est fait pour permettre aux élèves d'apprendre à lire, écrire,
compter, s'épanouir. Je vous rappelle que 25% de nos élèves sont en difficulté à l'entrée au collège et 40%, entre 35 et 40, dans les zones sensibles. Voilà où nous en sommes. Donc tout ça est quand même fait pour les élèves et l'éducation nationale, en parlant avec les autres, c'est bien le minimum. Les animateurs, les collectivités locales, les parents, mais elle va garder sa responsabilité. C'est l'éducation nationale qui décide d'un plan éducatif local. Ouais. Il va y avoir tout de même des distinguos entre les communes, enfin les fameuses communes dites riches et les communes qui n'ont pas trop de sous. C'est l'inverse. Ça aussi, c'est une idée, vous me permettez de le préciser. Aujourd'hui, les inégalités sont criantes sur le territoire. Ça va de 1 à 10 en termes d'investissement éducatif. Pour la première fois, l'État, qui non seulement fait la priorité de son budget, rajoute 250 millions d'euros pour aider les collectivités locales et, comme je l'ai dit tout à l'heure, va de 1 à 3. Avec un sorte de tarif dégressif ou progressif, on va dire. Beaucoup plus pour ceux qui sont en difficulté, c'est-à-dire zone rurale ou zone urbaine sensible. Donc c'est précisément pour lutter contre les inégalités que cette réforme est faite. Hakim Kasmi, puis Brice Couturier. Hakim. Alors justement, des mairies socialistes sont inquiètes. On pense à Gérard Collomb qui nous a dit que justement il faudrait 5 millions d'euros supplémentaires, voire 6, ce qui pourrait augmenter la fiscalité. Vous ne craignez pas qu'avec les élections municipales, cela vienne perturber un peu la mise en place de cette nouvelle loi et de réforme sur l'école ? Si, bien entendu. C'est pour ça que je ne recommande pas de le repousser à l'année prochaine. Vous avez vu, le grand mot d'ordre, c'est 2014, qui est une année électorale. Je l'ai dit hier à Nathalie Kosciusko-Morizet, tout le monde était pour il y a 6 mois, y compris la droite, qui avait mené, vraiment prendre toujours nos enfants et les élèves en otage des grandes réformes de structure, car quand même, la priorité au primaire, c'est de gauche ou de droite ? Ni l'un ni l'autre. La réforme des rythmes, c'est de gauche ou de droite? Ni l'un ni l'autre. C'est l'intérêt des élèves. Nos élèves, ils sont de gauche ou de droite? Il faut que ça suffise. Il y a quand même un abaissement du débat national qui est troublant. Donc, à un moment, il faut se dire quelles sont les difficultés de la France. Mais enfin, on a 50 rapports pour nous le dire. Bon, sur ces difficultés, même de confiance en soi de nos élèves. Le dernier test PIRLS, c'est pas seulement de montrer que le niveau baisse en termes de performance de lecture, c'est de montrer que les enfants français sont ceux qui souffrent le plus du système éducatif et d'une crise de confiance en eux-mêmes. On fait quelque chose ou on ne fait rien? C'est de gauche ou de droite? Mais non, c'est pour tout le monde. Et donc, attention, c'est en train de se passer. Regardez les villes qui passent. Il y a un mot d'ordre à droite pour que ça ne passe pas, alors qu'ils étaient pour. Et ça se passe à Marseille, à Nice. On est en train de politiser un dossier qui ne devrait pas l'être. Et 2014, quand même, il faut être vraiment très habile pour dire « Ah, 2013, c'est difficile. Ce sera plus facile en 2014. C'est l'année des municipales. Ce sera impossible en 2014. » Donc, c'est ces réformes qu'on ne fait jamais. Mais on a fait les 4 jours. Hein. Ça n'a pas fait des grandes manifestations. Tout le monde était contre. Alors, mais le paradoxe, c'était tout de même là, c'est que quand il y a eu les 4 jours... Voilà. Tout le monde était contre, mais il n'y avait pas de manifestation. Pas de manifestation. Ça s'appelle un pays en déclin. Ça s'appelle Ouais. un pays qui a fait le choix d'être contre sa jeunesse. Et moi, je ne l'accepte pas. Alors, juste petit rappel, pour l'instant, il n'y a que 8% des communes qui vont adopter la réforme des rythmes dès la rentrée prochaine. Non, parce que pour l'instant, elles sont en train de choisir, mais vous en avez encore moins qu'on dit 2014. Donc il faut faire la liste de ces communes. Le journal Le Monde l'a fait l'autre jour. Moi, je l'ai exactement, donc on peut aller dans le détail. Et puis, il se passe quelque chose, vous savez, qui, moi, me réjouit. C'est que... Vous espérez à moitié-moitié? J'espère. Bon, tout le monde devra passer en 2014. Le plus grand nombre, si on pouvait arriver à la moitié, ça me semblerait bien. Puis il y a des problèmes d'unification sur le territoire. Mais il se passe quand même quelque chose qui est bon. Ça a 2 vertus, dans le fond, cette réforme, mais il y en a une qui est que, actuellement, vous savez, partout dans les villes, dans les petites communes, on parle d'école. Parce que cette réforme, elle contraint à se dire, oh là là, d'abord ce thème, même des rythmes scolaires, car il faut savoir quand même comment on ne maîtrise pas un esprit public. On a fait un sondage il y a 15 jours pour dire est-ce que vous êtes pour ou contre la réforme de 4 jours et demi. 60% des Français étaient pour. Mais on leur demandait, ce qui a été dit tout à l'heure par Brice Couturier, est-ce que vous connaissez la situation française? 144 jours par rapport, 20% seulement. Donc c'est difficile aussi de faire des réformes lorsqu'on n'a pas informé les gens. Le livre, d'ailleurs, il est fait pour ça. Je me suis rendu compte que le diagnostic, très simplement, n'est jamais fait. On préfère parler des injures de ceci, de machin dit cela, la petite phrase de... Mais les sujets essentiels, dont tous les citoyens, on est quand même en République, devraient être saisis. Combien de jours il y a de classes? Combien dure? Comment ça se passe dans les autres pays? Quelles sont nos performances? En réalité, on n'a pas donné les moyens aux gens de se former leur jugement. C'est ce qui est en train de se passer. Ça se fait toujours dans la conflictualité en France. Mais en ce moment, je suis frappé tous les jours. Il y a des papiers, on consacre des émissions, les gens se réunissent dans les villages, dans les villes. C'est bon pour la France, c'est bon pour les élèves. Donc ça a aussi cette vertu, on parle des élèves, on parle des enfants, on parle de l'école.
Puisque je suis ici le seul à essayer de trouver des questions qui grattent, tout de même quand même, Vincent Peillon, est-ce que là aussi vous n'avez pas totalement... est-ce que l'incomplétude de votre décret et du projet de réforme, entre autres, ne vient pas du fait qu'il aurait fallu penser à la fois certes les rythmes scolaires, mais aussi au fond la vraie durée de ces fameuses grandes vacances? Est-ce que c'est quand même pas un peu bancal votre histoire? Mais vous avez raison de me poser Parce que là on dit que c'est le sujet tabou, alors que ça c'est le sujet qui fait sauter les ministres immédiatement, que cette question de durée de grandes vacances. Mais c'est dans mon livre, c'est dans mon projet de loi que vous avez... Le livre sort aujourd'hui. Non, c'est dans le projet de loi qui est déposé, je le porte depuis des années, je l'ai mis dans la discussion. Regardez ce qui se passe déjà quand je fais la journée, donc comme on ne veut pas faire un peu, on dit « Oh, on aurait voulu faire beaucoup ». C'est ce que... bon, mais enfin, soyons déjà réformistes avant d'être totalement révolutionnaires, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit « Lorsque j'aurais fait ça, en 2014, j'ouvre la question de l'année et de l'équilibre à l'intérieur de l'année. Par ailleurs, là, on est en train de faire l'école primaire. Mais parce que tout va ensemble. On ne fait pas le collège. Bon, bien sûr, tout va ensemble, tout est dans tout, et comme ça, on fait rien. Bon, mais la méthode, c'est quand même de diviser les difficultés en autant de parcelles qu'il faut pour les résoudre. C'est ce que je fais. Donc, je commence par le commencement, le primaire. Je commence, mais il faudra suivre aussi collège et lycée. Donc, tous ceux qui veulent plus, mais rendez-vous bientôt. Parce que ceux qui étaient pour les 4 jours et demi, ils y sont plus, là, depuis qu'on passe aux actes. Et puis, alors maintenant, ils disent qu'il faudrait faire 2 semaines de plus. Et bien, dans 2 ans, on le ferait, on verra où ils seront. Brice Couturier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir le ministère de l'Éducation victime de lutte entre les syndicats, de lutte entre la base et la direction des syndicats? Parce que, soyons très précis, le SNUIPP, majoritaire dans le primaire, est pour la semaine de 4 jours et demi, mais sa base est contre. Hein. Donc, il est dans une situation assez difficile. Et puis, il est en rivalité avec le SNES du secondaire, même si le SNES et le SNUIPP font partie de la même fédération, la FSU. Enfin bref, on a vraiment le sentiment que de plus en plus de voir le ministère de l'Éducation en particulier, je pourrais parler d'autres, vraiment pris en otage par les syndicats qui représentent leur personnel. Est-ce que c'est pas un signe des blocages français de manière beaucoup plus générale? Le monde va à toute vitesse autour de nous, voire la Chine et l'Inde, et nous, pendant ce temps-là, nous faisons du surplace. La méthode Sarkozy, enfin la méthode que Sarkozy avait agitée comme un drapeau sans jamais s'en servir, c'était si les réformes ne passent pas, je passerai au référendum, parce qu'on sait que la population, elle, est consciente, parce qu'elle est parents d'élèves, des problèmes qui se posent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour ou l'autre, on va en arriver là, je veux dire, parce que face à des syndicats qui défendent des intérêts corporatistes, qui ne veulent pas entendre l'intérêt des personnels, enfin des catégories sociales pour lesquelles ils sont censés travailler, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de passer en force un jour? Vincent Peillon. Moi, bon, de tradition, je n'y crois pas. J'ai une assez grande méfiance contre la démocratie directe. Et je pense qu'il faut continuer de convaincre. Mais je pense quand même qu'il faut être courageux. C'est-à-dire que l'intérêt général n'est pas la résultante ou l'addition d'un certain nombre d'intérêts particuliers. Donc il faut dire les choses. Vous voyez bien dans quel moment je suis. Bon, mais je continuerai. Vous risquez votre place, on dit au gouvernement. Je sais pas ce qu'on Comme dit. tous les ministres de l'Éducation, vous êtes sur un siège éjectable. Sans doute, mais je trouve, vous voyez, la difficulté de cette affaire, c'est franchement la réforme des rythmes. Je lis souvent, je la fais pas pour moi. La réforme du primaire, ça m'est un peu passé, j'ai 52 ans. Donc à un moment, il faut quand même se dire, et puis quand même, est-ce que vraiment les ministres sont en grande difficulté? Je suis un fonctionnaire de catégorie A, j'ai été parlementaire des années. Bon. Donc ça aussi, cette mentalité du petit intérêt personnel est terrible. Non, il faut être plus grand que nous-mêmes. Dans cette affaire, nous devons tous être plus grands que nous-mêmes. Et au fur et à mesure des jours, c'est ce qui m'intéresse dans la réforme des rythmes. Je le savais depuis le début que tout le reste, on allait donner des moyens, faire des choses utiles, la formation des enseignants, mais c'est pas un effort qu'on demande. Là, on demande à tous. L'élève, celui qu'on doit élever. Ben là, on doit tous s'élever. On doit se mettre ensemble pour essayer de construire des projets qui ne sont pas dans notre intérêt, mais dans celui de nos enfants. C'est pas mal comme projet pour un pays, dans le fond. Donc, moi, je n'ai même pas envie, vous voyez, je trouve pas, en plus, je suis toujours attaché à... Je n'ai pas envie de stigmatiser les uns ou les autres. J'ai envie de les entraîner dans cette affaire. Je vois bien des professeurs qui, et ils ont quelques raisons, sont assez blessés parfois. Le métier n'est quand même pas facile. Il a été de plus en plus difficile. Ils sont effectivement souvent très mal payés et moins que dans les autres pays. Donc tout ça, il faut aussi penser à la dignité de chacun. Les collectivités locales, quand vous allez parler du Cantal tout à l'heure, pas du Cantal, du Jura, mais j'étais dans le Cantal l'autre jour, c'est pareil. Quand vous allez voir quand même ces maires qui sont dans des petits villages, qui se battent pour garder quand même leur école, pour faire en sorte qu'il y ait des activités autour. Donc, essayons plutôt que de dire, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même tout à l'heure sur les animaux, tout le monde est prêt à dire du mal de l'autre. Faisons l'inverse, essayons d'avancer tous ensemble. Et la réforme des rythmes, elle nous y oblige. Et je trouve qu'elle est un test pour le pays. Elle est un test pour le pays. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Si nous y arrivons, avec la grande tradition de ce qu'au fond, l'un est le socle de l'autre, la République le socle de l'école et l'école le socle de la République. Et si nous y arrivons, ce sera difficile, on l'a bien compris, on le savait, mais si nous y arrivons, c'est une petite chose, mais ça sera quand même
à mon avis, un premier facteur d'optimisme pour la suite. Hakim Kasmi. Alors justement, après la réforme du primaire, vous comptez vous attaquer au collège et au lycée, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Le collège, justement, joue un rôle très important dans la vie des élèves. C'est souvent à ce moment-là qu'ils choisissent, ou du moins commencent à préparer leur orientation, mais c'est aussi à ce moment-là qu'ils peuvent décrocher scolairement parlant. Officiellement, on compte aujourd'hui 150 000 décrocheurs, soit environ 12% des élèves et des effectifs d'élèves. Alors vous avez indiqué que vous souhaitiez diviser ce chiffre par 2 d'ici la fin du quinquennat. Comment comptez-vous vous y prendre et avec quels moyens, Vincent Payon ? Alors, la question du décrochage est une question préoccupante. On est, le chiffre que vous avez donné, dans une moyenne à peu près européenne, mais contrairement aux autres, nous, on ne s'améliore pas, alors que les autres arrivent à mettre en place des dispositifs pour s'améliorer. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a le premier élément, c'est ce que j'appelle l'école de la bienveillance ou de la confiance. C'est des éléments pédagogiques très lourds. Nous sommes une école qui blesse beaucoup de ses élèves et de ses enfants. Donc, qui n'encourage pas, mais qui décourage. Et là, c'est une histoire assez longue, mais nous devons inverser cela. Et dans la refondation de l'école, il y a beaucoup d'éléments dont on ne parle pas là aujourd'hui, mais qui sont quand même des éléments pédagogiques. Alors ça peut être sur les évaluations, ça peut être sur les redoublements, ça va être sur les programmes, et tout ça est absolu, et la formation des enseignants, absolument fondamentale. Vous avez une deuxième chose, c'est que notre école ne fait pas système, on dit toujours le système éducatif. Notre école, elle est pleine de ruptures. Elle est d'abord avec des passages difficiles, le passage par exemple de l'école primaire au collège est d'une grande brutalité, puis après au lycée, puis après à l'université, et tous ces passages doivent être rendus plus cohérents. Par exemple, je crée un conseil pédagogique entre le CM2 et le collège, pour que ces professeurs se parlent de leurs élèves, les suivent dans la continuité. Troisièmement, vous avez un problème qui est majeur, il ne fait pas système non plus, parce qu'il oriente et il sélectionne les enfants très tôt. Tout à l'heure, Caroline Eliachev disait que maintenant, on fait des classes préparatoires en grande section. Je vais d'ailleurs interdire ça et refaire de la maternelle une école autonome avec sa pédagogie propre. Mais la réalité, c'est que c'est la machine à trier, comme l'ont dit les sociologues. Et très tôt, on fait peser sur les enfants. Et donc très tôt, on met certains en difficulté jusqu'à les exclure du système. Donc ils ne sont pas décrocheurs tout seuls. Nous les faisons décrocher. C'est le système qui produit le décrochage. Donc on revoit ça. Et puis, le grand problème du système. Et donc, je veux qu'on arrête de compartimenter, de sélectionner, de trier, et on aura des réformes importantes à mener sur le collège unique comme sur le lycée. Enfin, dernière chose juste, c'est le système d'orientation français. Il est d'ailleurs prévu de le réformer là. Notre système d'orientation, c'est les orientations subies, d'ailleurs pour les enfants qui sont des milieux les plus modestes. Chaque fois, on le voit. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons revenir, et c'est un des éléments de la refondation de l'école. Hakim ? Mais justement, comment expliquez-vous que l'école puisse faire peur ? J'ai fait un magazine sur les décrocheurs qui est passé sur France Culture la semaine dernière, 30 minutes de reportage avec eux, et très souvent ils nous ont dit moi j'étais en difficulté scolaire parce qu'on était 35, 40 par classe, et du coup les professeurs n'avaient pas forcément le temps de pouvoir s'occuper de nous individuellement parlant, et beaucoup d'élèves se sont retrouvés à partir en filière professionnelle, et souvent ils nous ont dit on n'a rien contre les filières professionnelles, mais c'est souvent en troisième, si tu n'es pas bon tu iras en filière professionnelle. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui on stigmatise un peu ces filières, contrairement à l'Allemagne où elles sont plus valorisées, ces filières professionnelles et techniques? La filière professionnelle, c'est plus une punition qu'autre chose aujourd'hui. C'est une culture française très ancienne, c'est pour ça que c'est difficile. Vous savez, quand vous réformez l'école, vous réformez pas simplement, comment dirais-je, des choses matérielles, c'est de l'esprit public d'un peuple. Et nous, il y a deux choses, il y a ce que vous dites par rapport aux professionnels, à la main, aux techniques, d'ailleurs avec de fausses représentations, car aujourd'hui, ce sont des métiers avec l'Internet qui ont beaucoup évolué, mais à l'intérieur même du lycée général. Vous voyez pas la hiérarchie entre la terminale S et la terminale L, aujourd'hui les littéraires, bon. Ça, c'est la France, et c'est ce qu'il faut doucement essayer d'inverser. Certains ont essayé d'ailleurs, ça marche assez mal, la réforme du lycée faite par mon prédécesseur, était pour essayer de rééquilibrer entre les différentes filières. C'est un échec. Cette question, il faut la reposer. Moi, je pense qu'il y a une erreur d'analyse sur les lycées professionnels, si vous me permettez une seconde, mais c'est intéressant de le faire chez vous, c'est qu'en réalité, nous sommes excellents en professionnalisation, et les gens ne le savent pas assez, nous exportons nos lycées professionnels à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous ne donnons pas à nos lycéens professionnels ? Regardez l'histoire, regardez la littérature, les langues étrangères. Et en réalité, il va falloir garder leur professionnalisme, mais leur donner le reste. Car quand même, il y avait bien l'idée, alors que nous savons que la culture générale est déterminante, de les priver de cela, c'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Il va falloir en France faire les deux. Vous parliez du modèle allemand, ils sont capables de faire les deux. Et donc, curieusement, si vous me permettez, la revalorisation de la filière professionnelle viendra par le fait qu'on y mettra davantage d'humanité et de culture générale. Alors d'ailleurs, justement, sur cette filière professionnelle, paradoxalement, il y avait plus de candidats
qu'habituellement au bac professionnel. Ils étaient nombreux l'année dernière, mais l'année dernière, on a assisté à un changement de réforme au niveau du bac pro, puisqu'on est passé du bac pro en 4 ans, en 3 ans, ce qui a coïncidé avec des baisses des résultats, et beaucoup de profs redemandent le retour du bac pro aujourd'hui en 4 ans. Que leur répondez-vous? Vincent Payan. Je leur réponds, nous avons mis en place qu'il faut faire l'évaluation complète. Ça semble être difficile, effectivement, ce raccourcissement pour un certain nombre d'élèves, précisément ceux qui sont le plus en difficulté. En même temps, l'idée était bonne, c'était de montrer précisément qu'ils sont comme les autres, de les rapprocher de l'autre système. Donc sur la réforme du lycée, qui n'est pas terminée, elle se termine cette année. Avant de faire des grandes réformes, on fait une mise à plat, une évaluation. Vous avez dit vous-même que les chiffres de l'année dernière n'étaient pas des chiffres dont on peut considérer qu'ils sont définitifs, parce qu'ils comportaient le bourrelet. Donc il faut attendre un tout petit peu, mais je pense qu'après la réforme du primaire, il faut la réforme du collège. J'ai ouvert la discussion la semaine dernière, elle va durer plusieurs mois, et après il faudra aussi une grande réforme du lycée. Dans la réforme du lycée, pensez à une chose, vous ne pouvez plus penser le lycée aujourd'hui, professionnel, technologique ou général, sans penser son articulation avec les études supérieures. Il faut arrêter cette coupure en disant il n'y a pas de lien entre ce qu'on fait en terminale et en première année d'université ou d'IUT. Non, il faut au contraire articuler les deux. Donc c'est encore une ambition qui est devant nous. Et puis dernier sujet, Vincent Payan, de ces matins, c'est tout de même alors l'éternelle question autour de l'enseignement artistique à l'école, qui doit être au fond copiloté entre vous, la rue de Grenelle, et la rue de Valois, le ministère de la Culture, et qui suscite de très forts espoirs à chaque changement de gouvernement et de très grandes déceptions une fois que les choses sont en cours. Comment enseigner l'art et la culture à l'école? Il y a eu un rapport Desplechin sur l'éducation artistique et culturelle qui a été rendu public avec 26 propositions. Et pourtant, avant même sa publication, il suscitait critiques, scepticisme pendant 2 mois. Donc c'était sous la direction présidence de Marie Desplechin, mais qui elle-même a évoqué au fond de nombreuses réserves en disant que ce travail finalement ne servira jamais à rien. Écoutez le témoignage de Marie-Christine Bordeaux, maître de conférence à l'université Stendhal de Grenoble, qui après avoir été en charge de l'éducation artistique et culturelle à la direction générale des affaires culturelles pendant 20 ans, évoque cette idée que parfois, et même souvent, ce type de sujet est pris à la légère. Au micro de Christophe Paillet. Moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de mémoire. Je suis étonnée du fait que les rapports se succèdent et que même lorsqu'ils sont portés par un gouvernement de même tendance, il n'y a pas d'effet cumulatif. Mais il y a toujours cette idée qu'on pose un acte politique et qu'on reprend les choses, on les redistribue, on les réorganise. Donc on se retrouve dans un exercice rhétorique qui est bien connu, qui est au fond l'affirmation du fait que le gouvernement va se préoccuper d'une question. Alors ça soulève des espoirs d'un côté et puis ça peut laisser sceptique d'un autre côté parce que ce n'est pas le premier rapport sur la question. Et Marie-Christine Bordeaux souhaite alerter, par exemple, la ministre de l'Éducation sur la formation des enseignants. Il faudrait que l'éducation nationale continue à jouer son rôle comme elle l'a fait lorsqu'il y a eu l'intégration de l'histoire des arts à l'école. C'est pas uniquement par la question des enseignements que la question se résoudra. Et moi, j'attire l'attention du ministre de l'Éducation sur la nécessité de former les enseignants conjointement avec les acteurs culturels et artistiques et pas de manière séparée. Et pas seulement en formation initiale, mais de reprendre les grandes ambitions qu'il y avait eu en matière de formation continue. En particulier, lors du plan Langue Tosca, il y avait eu un développement absolument remarquable d'universités d'été consacrées à l'éducation, aux arts et à la culture. Et les universités d'été ne faisaient pas que former, elles étaient publiées et elles produisaient du savoir, et qui était donc assimilable et transposable par d'autres et dans d'autres expériences. Marie-Christine Bordeaux, au micro de Christophe Paillet. Vincent Payan. D'abord, la loi prévoit pour la première fois le parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc il faut quand même lire, il ne faut pas avoir simplement la nostalgie. C'est la première fois que les deux ministères, hier, devaient se tenir, c'était la grève, la première réunion commune des recteurs et des directeurs régionaux de l'action culturelle. C'est au cœur de notre action. Aurélie Filippetti doit, vous le savez, beaucoup à l'école, comme moi. Nous aimons cela. Nous avons, dès la campagne, été ensemble dans cette grande université d'Avignon où il se passe tellement de choses sur la culture. Et je salue son président, Emmanuel Etis, qui a montré qu'y compris des jeunes gens et des jeunes filles venant de milieux modestes peuvent, par la culture, s'élever
savez, c'est dans la refondation de l'école, ça va être débattu au Parlement, ça a été tranché dans la loi. Nous allons faire un parcours, comme d'ailleurs un parcours d'orientation, donc nous changeons bien les contenus de l'école. Enfin, dans la réforme des rythmes, vous savez, c'est aussi pour ça qu'on devait tenir cette réunion hier, malheureusement la grève l'a annulée. Dans la réforme des rythmes, ce que nous voulons, c'est précisément qu'il y ait accès aux pratiques culturelles pour tous les élèves, donc connaissance de l'art, histoire des arts, pratiques culturelles, résidence d'artistes. Voilà ce qui est... Vous savez, Jules Ferry disait une chose formidable. Il disait, je suis pour une éducation libérale. Ça fait très peur aux gens, ils disent libéral aujourd'hui. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était les arts libéraux. Il faut apprendre à lire, écrire, compter, mais on se développe, on grandit quand on a accès au meilleur de la culture, où qu'on soit sur le territoire et de quelque milieu qu'on vienne. C'est le projet que nous portons, et je dois dire, puisqu'on parlait de Jacques Lang et Catherine Tasca, qui ont fait de bonnes choses, ils sont auprès de nous et ils nous aident beaucoup pour conduire cela. Vous écrivez dans votre livre, en préambule, les ministres passent, l'administration reste, et la moyenne au fond des ministre de l'Éducation, c'est 2 ans. Vous espérez faire plus? C'était un propos cynique d'un recteur qui m'a accueilli. Je suis contre le cynisme. La question n'est pas ma question personnelle. C'est que tous, collectivement, on se dise quand même la priorité au primaire, le parcours d'éducation artistique, l'orientation dont vous parlez. Ça, ce sont des sujets majeurs. Quand on lance des polémiques, c'est pas la question, des politiques, pardon, c'est pas la question de quel individu va les conduire. Il faut qu'il y ait de la constance dans l'action publique française. Vous savez, là aussi, sortons de l'émotion et du temps court. Pour réformer l'école, il faut se réconcilier avec la raison, connaître les faits, argumenter, et aussi avec le temps long. Parce que quand on veut accueillir les petits de moins de 3 ans, l'effet, il sera dans 15 ou 20 ans. Il faut l'accepter. Donc c'est beaucoup plus long que la durée de vie, même d'un président de la République réélu une fois. Donc il faut avoir cette dimension de se dire, à un moment, je conduis une action publique, pas simplement pour plaire, mais parce que son action, elle va se développer dans le temps. Dites, les manifestants d'hier, rue de Grenelle, trouvent que les forces de l'ordre, ils sont allés un peu fort sur la lacrymo. Moi, je suis tout à fait désolé qu'il y ait ce genre de choses. En même temps, chacun doit prendre ses responsabilités. Et lorsqu'il y a, vous savez, l'ordre, je trouve, on demande beaucoup de choses aux enfants. Ils doivent être disciplinés, se lever quand on entre, faire des efforts. Et nous, il y avait un parcours. Moi, je suis pour le droit de grève, le droit de manifestation. Et je respecte pleinement mes opposants. Et il y a eu un moment où certains, c'est quelques-uns, ont voulu aller très au-delà de ce qu'ils avaient, de ce qui était accordé de droit, et donc enfoncer des barrages, attaquer des... Bon, moi je le déplore, c'est toujours des scènes pénibles, et franchement, si on pouvait se l'éviter, mais il faut que chacun soit aussi respectueux des lois et des règles. Merci.